Ce soir, je vous propose de plonger dans les profondeurs de l'océan, au-delà des eaux turquoises du lagon, derrière la barrière de corail, dans le bleu foncé. Là, à des milliers de mètres de profondeur, le plancher océanique intéresse de plus en plus en Nouvelle-Calédonie, mais également dans tout le Pacifique. Le sol serait riche en métaux et autres objets de convoitise des industriels. L'exploitation minière des fonds marins, ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Cobalt, manganèse, cuivre ou encore nickel, les grands fonds marins calédoniens seraient une potentielle source de métaux utiles à nos technologies. Mais l'extraction en eau profonde est-elle possible aujourd'hui? Entre défis technologiques, enjeux écologiques et acceptabilité sociale, où se situe la Nouvelle-Calédonie? Dans la région, certains de nos voisins sont plus en avance que nous sur la question. Quelle vision porte-t-il sur cette nouvelle forme d'industrie minière? Pour en parler, je reçois ce soir Pierre-Yves Lemeur. Vous êtes anthropologue et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous coordonnez actuellement une expertise sur les grands fonds marins dans la région Pacifique. Et à vos côtés, Jean-Yves Poëdi, vous êtes référent environnement marin pour le Sénat coutumier et membre du comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail, où se trouvent justement ces potentielles richesses sous-marines. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, à quelle profondeur exactement sont situés ces fameux grands fonds marins? Alors la question de la définition des grands fonds marins, elle n'est pas forcément si simple que ça. Exact, oui. Il y a une première définition très simple, c'est de dire c'est au-delà de la limite de pénétration des rayons du soleil, en fait. En gros, c'est 200 mètres. Parce qu'à partir de 200 mètres, la photosynthèse est impossible, donc il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Après, il y a une espèce de zone qu'on peut appeler une zone intermédiaire entre 200 et 1000 mètres, la Twilight Zone, une zone vraiment intermédiaire entre surface et grands fonds. D'accord. Et au-delà, on est vraiment dans les grands fonds marins et ça descend très très bas. Pour la zone économique exclusive de la Calédonie, ça descend à plus de 7000 mètres dans la zone, dans la fosse de Nouvelles-Hébrides. Des Nouvelles-Hébrides. Donc là, on est bien en dehors du lagon, hein, dans ce qu'on appelle, comme vous le disiez, la zone économique exclusive. Un espace maritime qui est devenu, il y a 10 ans, le parc naturel de la mer de Corail. Jean-Yves Poëdi, c'était important de faire de cet espace un parc naturel? C'est important, oui, parce que des enjeux de biodiversité qui sont exceptionnels. Hein. Je rappelle que dans les 1,5% qui nous restent encore comme récifs propres et vierges dans le monde, on en possède 30% ici chez nous. Donc quand on entend ça, on ne peut que penser protection. Alors justement, dans ce parc, il y aurait des métaux dits stratégiques, mais pas uniquement. Je vous propose des explications en images. En Nouvelle-Calédonie, le parc naturel de la mer de Corail couvre 1,3 million de kilomètres carrés, soit toute la zone économique exclusive du pays. Ces sols et sous-sols abritent potentiellement des ressources d'intérêt économique. On soupçonne la présence d'hydrocarbures dans presque toute la zone. Il y aurait aussi des ressources minérales profondes, chargées par exemple en cobalt, nickel, manganèse ou encore cuivre. Ces métaux sont dits stratégiques car utilisés pour les appareils électroniques, les panneaux photovoltaïques ou encore les éoliennes. Des équipements de plus en plus demandés, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Ces fonds abritent aussi des ressources vivantes dont les propriétés pourraient aider dans la recherche médicale sur le cancer par exemple. Problème, ces ressources se trouvent majoritairement en dessous de 1000 mètres de fond. Confirmer leur présence demanderait d'importants efforts de recherche. Leur extraction représente un défi technologique, sans parler des lourdes conséquences écologiques. Pour protéger ces grands fonds, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté en juin 2023 un moratoire, c'est-à-dire une loi du pays qui interdit toute exploration, toute exploitation et toute prospection des ressources minérales. À ce jour, cette loi n'est pas en vigueur, le texte doit encore être examiné par le Congrès. Voilà, alors Pierre-Yves Lemeur, on vient de le voir, le parc regorge de zones susceptibles de contenir des ressources minérales profondes d'intérêt économique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de savoir précisément où elles sont et en quelle quantité? Déjà, le terme regorge me paraît hyper risqué. Exagéré. En fait, parce qu'on ne sait pas du tout, en fait. C'est ça la question. Ça, c'est un premier point qui est absolument essentiel. C'est j'ai revisionné l'émission que vous avez déjà fait il y a
2 ans, je crois, ou un Oui. an et demi, sur la même question des grands fonds marins. Et ce qui m'avait frappé, c'est une interview d'Olivier Monge, donc le directeur des services géologiques de la Nouvelle-Calédonie, qui expliquait qu'ils avaient analysé une centaine de sondages faits dans la ZEE, sondages géologiques en fait. Ça paraissait très impressionnant. Et puis après, il rajoutait, mais ça équivaut à un sondage pour l'ensemble de la Grande Terre. Donc c'est pour vous dire, le degré de connaissance est extrêmement faible. Il y a des hypothèses, en fait, plus que des connaissances avérées. Et quand je dis hypothèses, c'est des hypothèses au niveau scientifique. C'est-à-dire même les connaissances scientifiques ne sont pas encore complètement assises, très très loin de là. Et je ne vous parle même pas des connaissances qui seraient nécessaires à une éventuelle exploitation. Là, on est très très loin. Et puis après, il y a un autre aspect, c'est est-ce qu'on en veut ou pas. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on connaît exactement justement de la teneur de nos fonds, des fonds en métaux et autres richesses? Teneur, on ne connaît rien. On n'y connaît rien du tout. On a des hypothèses sur Ce sont que des d'éventuelles... spéculations. Même dans les plaines abyssales, on parle parfois il y aurait des nodules polymétalliques. Hypothèse, D'accord. on n'en est pas sûr. Par rapport à ce que l'on sait de la zone autour, en fait. Oui, voilà. C'est plus des hypothèses géologiques sur la formation, sur comment se forment en fait les différentes modalités géologiques. Après, il y a des encroûtements sur les monts sous-marins. Pareil, on connaît le principe, mais ça ne veut pas dire qu'on sait exactement. L'environnement est qu'est-ce qu'il y a favorable, dedans, en tout cas. C'est plutôt ça, en fait. D'accord. Jean-Yves Pouedy, le parc naturel de la mer de Corail, c'est aussi des îles isolées et des îles éloignées. Que représentent-elles dans la culture kanak? Les îles éloignées, vous prenez par exemple tout à fait au nord de Belep, ce sont des îles où ils font des rites d'initiation, par exemple, des jeunes à l'époque. Et ce sont aussi des endroits où les gens vont prendre ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils vont pêcher, pour se reposer, pour ça. Donc il y a des traces quand même, des traces du passage et puis de l'histoire kanak dans ces îles-là aussi. D'où l'importance d'aller faire la toponymie, c'est ce que nous sommes en train de faire là, pour renommer ces îlots, ces récifs et ces passes. D'accord. Donc, au-delà de ces îles, que représente la haute mer, justement, puisqu'on en parle, qui est celle qui est donc au-delà de la barrière de corail? La haute mer, ce n'est pas quelque chose qui nous sépare, c'est un lien. Ça fait lien dans le Pacifique depuis la nuit des temps, avec les anciens, quand ils voyageaient en pirogue. Donc, il y avait des liens soutenus. Hein. Il n'y avait pas un aller simple, il y avait des liens soutenus. Et puis les échanges... Par exemple, comme je disais l'autre fois, les échanges qu'il y avait dans ces pirogues-là, ces anciens-là, ils partaient avec. Bon, c'est du coco, c'est taro, igname, patate douce, tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on veut mettre dans la pirogue, ce qui n'est peut-être pas faire l'unanimité au sein du Pacifique, des populations du Pacifique. Et quand je dis ça, je pense à la protection de l'environnement. D'accord. Et justement, est-ce que l'exploitation de ces fonds marins serait compatible avec cette dimension culturelle? L'exploitation, ce n'est pas dans le langage ni dans la culture kanak, parce qu'on parle des grandes profondeurs, c'est le lieu de repos des âmes des défunts. Donc, ce sont des endroits qui sont censés être tranquilles, hein, les lieux de repos où on ne doit pas aller se balader là-dedans. Là, c'est tout ça. D'accord. De tout temps, les grands fonds marins ont fasciné, bien sûr. Hein, ils ont inspiré de nombreuses œuvres, aujourd'hui ancrées dans la culture populaire. On en parle avec Romain, ça vous anime? Salut Romain. Bonjour Chloé, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, que t'inspirent les abysses? Pour cette émission, je vous avoue que je vais vous faire une chronique un peu spéciale, car oui, je dois vous avouer que quand j'ai appris que le sujet d'aujourd'hui serait les fonds marins, j'ai eu le vertige, hein, parce que les fonds marins, c'est un sujet qui est très vague. C'est drôle. Bon, bref. Jeu de mots. On aime rire, l'humour. Non, mais sérieusement, la mer, rien qu'en surface déjà, elle recouvre 70% de la Terre. Hein, c'est pour ça qu'on la renomme la planète bleue. Alors si en plus on commence à s'y enfoncer dans ces eaux, c'est la noyade assurée sous le nombre de sujets à aborder. Alors je pourrais vous parler de littérature, hein, notamment de la mythologie de Jules Verne ou celle de Lovecraft. Mais en quelques minutes, je n'effleurerai malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Tiens, iceberg, tiens, cinéma, parce que je pourrais aussi vous parler de cinéma, car le 7e art, il a souvent inspiré, hein, par ses mystères des fonds marins et tous les dangers qui s'y prêtent, ça a souvent inspiré le cinéma. On n'oubliera pas, par exemple, Les Dents de la Mer, hein, le premier blockbuster de l'histoire, ou encore le controversé Waterworld avec Kevin Costner. Bref, le cinéma nous a offert des voyages palpitants sous les vagues.
Mais le légendaire commandant Cousteau aussi nous a proposé à une époque, en 1956, un documentaire qui a révolutionné le monde du silence. Donc armé de ces petites palmes en plastique, il est parti capturer la beauté de la diversité marine, ramenant avec lui des images fantastiques et ramenant aussi un autre type de palme, la palme d'or, rien que ça. Donc, et tant qu'on parle de cinéma et du commandant Cousteau, je pourrais aussi vous parler du Cousteau des temps modernes, à savoir James Cameron. James Cameron, qui en grand passionné des fonds marins, a déjà consacré 4 films à cette thématique. D'autant plus que James Cameron, c'est pas un marin d'eau douce, hein, c'est un vrai explorateur. En 2012, ça a été le premier homme solo à atteindre le fond de la fosse des Mariannes. De la fosse des Mariannes, pardon. Donc voilà, un explorateur. Et tant qu'on y est, au fond des océans, je pourrais aussi vous parler des créatures cheloues qui habitent les abysses. Par exemple, en numéro 3, la baudroie, très connue aussi parce qu'on a pu aussi la voir dans le monde de Nemo, cette créature bizarre que j'aime aussi appeler The Long Frontal Fish. En numéro 2, un très chelou aussi, le requin lutin, qui lui j'appelle aussi le requin alien, tout simplement parce que ça me fait penser à une autre créature chelou. Ouais. Et en numéro 1, le grand gagnant, le Pochonus plasticus, parce que oui, dernièrement, on a pu en voir au fond des abysses et notamment au fond de la fosse des Mariannes, une espèce de la surface qui n'a absolument rien à faire ici. En conclusion, difficile de vous choisir un sujet tant l'océan est vaste et tant les fonds marins sont bien plus que de simples étendues d'eau. Ce sont des univers entiers, largement inexplorés, riches en diversité, qui fascinent et inspirent la littérature, l'art en général. Alors, à une heure où l'on cherche plus à terraformer la planète Mars que de percer et préserver les mystères de la beauté du bleu de notre planète, il est de notre responsabilité de protéger ces écosystèmes sérieux, si l'on veut que les générations futures, comme le chantait Charles Trenet, continuent de voir danser la mer le long des golfes clairs. Voilà, on finit en chanson, merci. Chanson, évidemment. Merci beaucoup, Robin. Mais merci à vous, merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine ? Toujours là, présent, fidèle au poste. Alors, Pierre-Yves Lemeur, pour l'instant, aucune extraction minière des grands fonds marins n'est menée dans le monde. Est-ce qu'on en est capable d'un point de vue technologique ? Bonne question. Ça dépend. C'est-à-dire que quand on parle de mines sous-marines, par exemple, on parle de tas de choses qui sont extrêmement différentes et ça dépend des formations géologiques auxquelles on fait référence. Oui. Les seuls qui soient pour lesquels l'extraction est envisageable, c'est probablement les nodules polymétalliques qui sont des espèces de cailloux remplis de différents métaux qu'on trouve au fond de la mer, qui sont posés en quelque sorte au fond de la mer. Donc a priori, ce serait plus facile de les extraire, au sens où il s'agit de les aspirer, de les faire remonter à la surface. Oui. Donc technologiquement, c'est pas forcément quelque chose de très très éloigné, mais il n'y a aucune production industrielle. Il y a eu des pilotes en fait, c'est-à-dire des formes d'extraction en modèle réduit qui ont été réalisées dans les eaux internationales et puis dans différents pays, au Japon en particulier. Mais on est très très loin d'une production industrielle. Et d'autre part, il y a la question évidemment des impacts. Voilà, est-ce qu'on a une idée d'impact que ça pourrait on commence à avoir une idée des impacts parce qu'il y a différents types d'impacts à prendre en compte. Il y a l'impact au niveau de l'extraction elle-même, c'est-à-dire au fond de la mer, avec des risques de... Il y a forcément un premier impact qui est évident, c'est qu'on est en train d'extraire des choses et que dans ce cas-là, on va détruire les écosystèmes associés à ces cailloux. Donc il y a un impact direct qui est massif. Après, à quel point il y aura un impact plus large, c'est-à-dire le panache de poussière qui risque de s'étaler. Alors c'est une controverse actuellement entre différents acteurs de savoir quelle est l'étendue de ce panache, donc on ne le sait pas encore très très bien. Et après, on fait remonter un mélange d'eau et de sédiments et de métaux à la surface, parce qu'ils sont broyés dans un premier temps au fond de la mer. On les fait remonter sur un bateau ou une plateforme, et après il y a une rééjection de la partie humide de l'eau en fait. À 3, 4 ou 500 mètres de profondeur. Donc il y a encore des effets qui sont non mesurés en fait. Donc on est très loin d'avoir une idée exacte des effets potentiels de cette exploitation. Et en plus, on n'est pour le moment pas en état de produire de manière industrielle et rentable. Ah oui, justement, est-ce qu'une telle activité pourrait être rentable aussi ? C'est la question. Au moment de sa création, le parc naturel de la mer de Corail avait l'ambition d'associer protection et développement économique. Aujourd'hui, il y a un moratoire contre l'exploration des fonds sous-marins. Est-ce que c'est un changement de stratégie dans la gestion du parc ? Pour parler de développement économique dans la zone économique exclusive, il n'y a qu'une seule
Il n'y a que les pêcheurs roturiers. Mhm. Pour l'instant, il n'y a que les D'accord. pêcheurs roturiers. Donc, on parle plus de comment aider les pêcheurs roturiers avec les prises aléatoires de requins, par exemple, et tout ça. Mais on ne voit que ça, quoi. Il n'y a pas d'autres activités. Il y a peut-être des activités quand c'est le moment de l'arrivée des baleines et tout ça, mais bon, qui sont encadrés. Mais c'est encore des domaines à travailler, à exploiter. Donc nous, on est encore sur la première partie. Mhm. Donc on va y revenir doucement au courant de l'année Oui. sur justement les possibilités économiques dans le parc naturel de la mer de Corail. D'accord. En Nouvelle-Calédonie, on réfléchit encore, mais certains de nos voisins du Pacifique Hein. sont déjà plus enclins à de potentielles explorations en vue d'une exploitation. Pierre-Yves, vous avez organisé dernièrement à la CPS une plateforme d'échange entre une quinzaine de pays du Pacifique pendant plusieurs jours, et nous y étions. Je vous propose que l'on regarde. 15 pays et territoires du Pacifique insulaire étaient réunis ce matin, et ce pour une durée de 3 jours, au siège de la communauté du Pacifique Sud à Nouméa. L'Institut de recherche et de développement a convié les institutionnels et autres acteurs régionaux à participer à une plateforme d'échange autour de la question des grands fonds marins. Des débats primordiaux et apolitiques pour Valélia Mouni-Toké, anthropologue. Il s'agit pour nous non pas d'aboutir à un consensus, puisque ce n'est pas un espace de négociation politique. Il s'agit d'aboutir à un état des lieux, encore une fois, le plus large et le plus ouvert possible de ce que les différents acteurs du Pacifique pensent aujourd'hui de cette question globale, mondiale des grands fonds marins, qui est devenue pressante, comme vous le savez, avec la demande qui a été faite à l'AIFM d'établir un code minier. Donc le sujet que tout le monde a en tête ici, c'est celui de la possible exploitation minière des grands fonds marins, mais ça n'est vraiment pas le sujet auquel nous souhaitons limiter cette plateforme. Pourtant, certains des ministres et représentants d'État présents restent ouverts à l'idée d'une extraction minière éco-responsable. It's the first platform that we're engaged in and we're involved in discussing about deep sea mine. The discussion is there will be no exploitation of minerals in the deep sea until everyone is satisfied that there are regulatory frameworks around it. We've always wanted to engage constructively on the issues. We're quite clear in terms of why we support the precautionary approach and the sustainable development of seabed minerals. So now we have an opportunity to share and dialogue with other countries and other stakeholders. To develop key strategies as well as governance mechanism that can allow us to sustainably utilize deep sea resources that will have the least impact to the people of the Pacific Islands. La première plateforme se conclura ce jeudi, en fin d'après-midi, avec la synthèse de cette rencontre, afin de préparer la deuxième plateforme d'échange qui se déroulera à Tahiti en décembre 2024. Pierre-Yves Lemeur, qu'est-ce qui est ressorti de ces 3 journées d'échange ? Beaucoup de choses parce que les échanges ont été vraiment extrêmement riches et je voulais revenir juste sur un aspect qui nous est paru vraiment extrêmement intéressant, efficace et peut-être relativement innovant, à savoir de mettre ensemble des personnes qui se croisent mais qui n'ont pas forcément l'occasion de discuter de manière un peu approfondie parce qu'ils sont dans des cercles différents, c'est-à-dire des politiques, des coutumiers, Oui. des ONG, des représentants de services techniques. Donc ça, c'était ce caractère hybride de ce forum était vraiment important. Et ça a été dit aussi par ma collègue Valélia Mouni-Toké. L'idée n'était pas d'arriver à une résolution, à une négociation de quelque chose. Donc ça devait ouvrir la parole. Et en fait, de ce point de vue-là, ça a relativement, ou même, je dirais, j'ai trouvé que ça avait très bien fonctionné. Et ce qui était très frappant, il y a peut-être 2-3 petites choses rapides. Oui. Première chose, c'est la plateforme elle-même. C'est-à-dire qu'on a bien dit, c'est un état des lieux, des connaissances, mais aussi un état des lieux de ce qui se fait en termes de gouvernance, d'usage, etc. Et en fait, on s'est aperçu que même s'il n'y avait pas un but politique à cette plateforme, elle a été de part en part traversée par des questions politiques. Des questions de souveraineté, des questions d'héritage coloniaux, des questions de dépendance à des bailleurs internationaux, des questions de politique des savoirs, etc. Donc le politique était très présent comme enjeu, en fait, de la discussion. C'était très très clair, en particulier dans la relation et la discussion de pays qui sont encore sous tutelle de métropoles, comme ceux qui sont les territoires français, en particulier Wallis et Futuna, c'était très clair, les territoires américains comme les Mariannes du Nord. Donc ça, c'était un enjeu qui était très marquant et qui a vraiment traversé les débats.
mais qui n'a pas empêché la parole de circuler, en fait. L'autre aspect des choses, c'est effectivement, ça a été dit, c'est que même si ce n'était pas une plateforme sur la question minière sous-marine, c'était ce qu'on appelait l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire c'est le sujet incontournable qui polarise les débats, aussi parce qu'il y a une diversité de positionnement des pays du Pacifique en la matière aussi. Et c'était une des raisons pour lesquelles on a organisé cette plateforme, c'est organiser un échange entre pays qui ont, pour des tas de raisons, des orientations différentes. Et puis, troisième point qui me paraît vraiment essentiel, c'était la question de la science et des savoirs plus généralement, leur position en fait. Et là, ce qui était à noter en fait, c'est que il y a plusieurs options en fait dans la façon de considérer la science dans la prise de décision politique. Il y a une option qui est un peu lourde pour la science et qui est exagérée, c'est d'imaginer que la science va apporter la réponse, c'est-à-dire que la science, en fonction de ses résultats, va dire quelle est la bonne décision. Ça, même pas en rêve, j'allais dire. C'est pas du tout le rôle de la science et c'est certainement pas comme ça que ça doit fonctionner. À l'inverse, il y a aussi des discours qui étaient de dire nous, on a déjà une décision. Par exemple, le ministre de Palau a été très clair. Il a dit nous, on est déjà sur une posture en faveur de l'environnement, d'un tourisme vert ou bleu, peu importe comment on l'appelle. Donc, on a déjà en quelque sorte suffisamment de connaissances pour dire voilà non à la mine sous-marine. Après, il y a d'autres positions possibles, mais en tout cas, cette relation entre science et plus généralement savoir, parce qu'il n'y a pas que la science et le savoir autochtone, et la politique était vraiment au cœur en fait des débats. D'accord. Jean-Yves Poëdi, vous avez participé vous à cette première journée d'échange. Qu'est-ce que vous en retenez ? Comme Pierre-Yves le dit, il y a différents positionnements des pays du Pacifique par rapport à l'exploration et l'exploitation dans la suite. Ce qui a un peu enrichi le débat aussi. Moi, je reste sur le domaine qui est le mien, le domaine coutumier, pour donner ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai partagé d'ailleurs là-bas. Les grands fonds marins, on n'en parle pas de ça dans la vision culturelle kanak, parce que c'est quelque chose qu'on protège. Et on pense que c'est quelque chose qui est là, mais qui a de la vie dedans et qui nous sert aussi pour vivre. Donc, eu égard à ce qui s'est déjà passé sur nos montagnes, on ne veut pas reproduire la même chose dans les grands fonds marins. Mais des échanges très, très, très intéressants. Puis des positionnements qui ont bougé aussi par rapport à quelques années de ça. On a vu l'évolution des choses et puis ça nous interpelle puis nous fait dire qu'il faut être beaucoup, beaucoup prudent dans l'avenir par rapport à toutes ces richesses qu'enferment les grands fonds marins. Alors, Pierre-Yves Lemeur, ces échanges étaient organisés dans le cadre d'une expertise que l'État a confiée à l'IRD, portant sur les enjeux des connaissances et de gouvernance des grands fonds marins. En quelques mots, quel est l'objectif de ce travail ? Alors, l'objectif de ce travail, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un peu varié, en fait, parce qu'il a été imaginé en 2020, à une époque où l'orientation française en matière de grands fonds marins, c'était la mine sous-marine. Donc, l'idée, c'était de faire un état des lieux des connaissances par rapport à cet enjeu-là, en fait. État des lieux des connaissances pour les 3 territoires français du Pacifique et les eaux internationales, dans lesquelles la France aussi a des permis d'exploration minière. Et puis, il y a eu ce revirement un peu brutal, inattendu, pas du gouvernement français, d'ailleurs, du président français, contre la mine sous-marine, donc en 2022, qui avait été précédé par des prises de position très claires du président du gouvernement de la Calédonie, en particulier Louis Mapou, dès 2021, de la part de Wallis et Futuna aussi dès 2018-2019. Et la Polynésie française aussi s'est alignée aussi sur cette position, disons, plutôt pro-moratoire, on va dire. Et donc l'idée, c'est de faire un état des lieux large sur les enjeux de connaissance, d'usage et de gouvernance des grands fonds marins. Et un point extrêmement important, et ce qui nous amène à la plateforme en cascade en quelque sorte, c'est que le point de départ était très, j'allais dire, parisiano-centré. C'était une discussion un peu entre ministères à Paris. Et donc l'idée, ça a été ce qu'on a amené en quelque sorte en tant qu'IRD aussi, c'est de dire il faut aussi que les territoires du Pacifique soient associés à cette réflexion, qu'ils soient dans le comité de suivi, etc. Donc on a poussé dans ce sens-là pour qu'il y ait une représentation équitable, parce que c'est ici que ça se passe quand la France parle de ces grands fonds marins. C'est des grands fonds marins, des ZEE, calédoniennes, polynésiennes, ou de Wallis et Futuna. Et donc ça nous a amené, dans un deuxième temps, à proposer cette plateforme, en fait, qui était une façon de dire il faut aussi encore mieux, ça existe déjà évidemment, il y a des dialogues, il y a des échanges, mais encore mieux insérer les territoires français du Pacifique dans les échanges régionaux en fait, pour bénéficier aussi de ce qui se dit, de ce qui se fait et d'échanger les expériences. En tout cas, en ce qui concerne les eaux calédoniennes, c'est du ressort de l'État et du gouvernement calédonien. On l'a vu, un moratoire de 10 ans a été déposé sur le bureau du Congrès, interdisant toute exploration, prospection ou exploitation dans les eaux calédoniennes. Un texte de loi qui n'a pas encore été validé. Jean-Yves Poëdi, quand sera-t-il en vigueur ? Je ne vais pas me mettre à la place des politiques, mais d'après les politiques, mais c'est ce mois-ci que ça
ça passe au Congrès, donc on attend que ça passe au Congrès, parce que nous aussi, on a aussi notre version, si j'allais dire ça, du fameux moratoire des fonds marins. Donc on attend, il n'y a pas de... On a attendu ça fait déjà quelques mois qu'on attend, donc ça commence à peser. On avait besoin de ça, on avait besoin de la position du pays sur ce fameux moratoire, mais je rappelle que dans le monde coutumier kanak, le moratoire, c'est défini par un temps, le temps avec lequel nous, on ne joue pas. C'est soit l'un ou soit l'autre, mais bon, quand on pense moratoire, on s'est inscrit avec dans le fameux de se positionner. On a dit 25 à 30 ans. 25 à 30 ans, c'est pour permettre de travailler justement sur ça, pour ne pas éviter de faire des choses qu'on va regretter à la fin. Mais en général, je dis ça, dans le monde kanak, le mot moratoire n'existe pas, parce qu'il est défini par un temps. Or, le temps, la temporalité kanak ne nous permet pas de penser, parce que d'après, si on dit 10 ans par exemple, qu'est-ce qui va se passer après 10 ans? Qu'est-ce qu'on attend après les 10 ans? Donc voilà, ça nous amène toujours à faire du rafistolage ou des petits pansements à chaque fois. Voilà. D'accord, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Calédonia.